Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Robin Hanna. Robin est le cofondateur de Conversation et il se focalise sur l'email marketing depuis maintenant bientôt 6 ans. Donc avec Conversation, il aide des sites e-commerce à décupler leurs résultats grâce à l'email. Robin travaille dans la mode depuis maintenant 6 ans et il enseigne le marketing à l'Institut français de la mode. Dans cet épisode, on va parler de plusieurs choses et notamment de la meilleure façon d'utiliser l'email pour développer votre site e-commerce. On va parler d'erreurs à éviter et on va aussi aborder un plan étape par étape pour mettre en place une véritable machine à vendre sur votre site. Si vous vendez sur Amazon, cet épisode en fait vous concerne tout particulièrement. Parce que je le répète souvent, se construire une audience hors Amazon, c'est vraiment important puisque l'un des gros points noirs d'Amazon, c'est qu'on ne construit pas de fichiers clients. Et donc, on fait beaucoup de ventes, mais on ne se construit pas d'actifs. Or, un fichier client, c'est un actif qui reste, quelle que soit la situation. En ce qui me concerne, je suis un grand adepte de l'email sur mon propre site e-commerce. Je suis vraiment convaincu. Et je pense que plus que n'importe quel réseau social qui est à la mode, l'email restera. Et ce que j'aime tout particulièrement avec l'email, c'est que vous êtes décorrélé de toute plateforme, justement. L'email marketing, ça ne dépend que de vous et vous n'avez pas les pieds et les poings liés auprès d'une plateforme. Juste avant de lancer l'épisode, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 4 ans et j'ai fondé Jams. Chez Jams, on vous accompagne sur Amazon, donc que ce soit au début pour vous aider à vous lancer ou pour par exemple dépenser moins en pub si vous avez déjà une activité qui tourne sur Amazon ou carrément si vous avez besoin et envie de passer des paliers en termes de chiffre d'affaires, on vous donne les solutions dont vous avez besoin. Vous trouverez plus d'infos sur jams.fr et ça s'appelle jamz.fr. Alors on vous prépare beaucoup de choses, alors je vous invite à rester en contact. Et vous l'avez compris, la méthode pour rester en contact, ce ne sera pas Facebook, pas Instagram ni LinkedIn, mais bien l'email. Donc je partage beaucoup de choses sur ce qui marche sur Amazon par email, donc au travers de la newsletter Jams. Et donc je vous invite à rejoindre la newsletter Jams à l'adresse jamz.fr/email. Donc jamz.fr/email. Sur ce, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode avec Robin Hanna de Conversation. En fait, j'étais attiré par la mode parce que toutes les personnes qui sont dans le marketing en ligne vendent normalement, surtout dans le marketing direct, vendent des produits qui vont directement à l'essentiel. On est sur de la formation pour gagner de l'argent, on est sur de la formation pour être plus musclé. Bref, c'est des choses vraiment palpables. Or, la mode n'a pas du tout l'habitude de ce mode de fonctionnement-là. Dans la mode, on est toujours dans le beau, dans les publicités qui ne disent rien et qui sont juste jolies. Bref, donc je voulais amener un peu cette manière de faire là dans la mode et par curiosité intellectuelle, je voulais voir si mon approche pouvait marcher dans la mode. D'accord, ouais, donc passer quelque part d'un univers qui est dans l'inspiration à quelque chose de plus direct et la conversation, puisque c'est de ça dont il est question en particulier avec l'email. On va revenir sur tout ça et sur l'email marketing, c'est un domaine qui est super intéressant. Mais avant, on va parler de ton parcours et revenir en particulier à une campagne de crowdfunding, donc pour la marque Jacques et Déméter. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quand est-ce que c'était et quel était le contexte qui t'a amené à travailler sur cette campagne de crowdfunding ? Oui, bien sûr. Alors, c'était en 2014. Et j'étais alors en stage en boîte d'avocat d'affaires, parce qu'à la base, j'ai une formation de juriste administratif, donc rien à voir. D'accord. Et je m'ennuyais, j'avais rien à faire. Et je traînais sur Internet, et là, j'ai vu un tweet de Bonne Gueule, qui est le premier site de mode masculine, et il tweetait justement un lien vers la campagne crowdfunding de Jacques et Déméter. Donc je clique dessus, je vais voir, et j'adore les chaussures. Enfin là, j'ai eu un coup de cœur pour 2-3 paires et j'avais envie de les acheter, mais j'ai vu que le petit truc, là, le pourcentage, il était à 9%. Donc on était loin du fondement de la campagne. Je dis ok, il y avait encore 2 mois. Je reviens 1 mois avant, 3 semaines avant. Je reviens 3 semaines avant et ils sont toujours à 9%. Là, je me dis, bon, j'ai envie d'avoir ces chaussures. Elles vont pas exister si la campagne n'est pas fondée. Vas-y, j'ai rien à faire. Donc je me suis posé, j'ai écrit un plan marketing de 18 pages. Je me suis chauffé
Et j'ai envoyé, je lui dis, bah tiens, au pire, tu l'utilises pas et tu as l'impression que je suis fou parce que je t'envoie un plan marketing de 18 pages comme ça alors que tu me connais pas. Au mieux, tu l'appliques et ça t'aide et tu arrives à lancer ta campagne. Il m'a répondu, il était très touché, très heureux. Et il m'a dit, écoute, ça fait 4-5 ans, je sais plus combien de temps ça faisait qu'il existait, mais ça fait longtemps que j'existe. J'ai jamais décollé. Je sais pas ce que je suis en train de faire, j'ai plus de thunes. Ça, c'est soit cette campagne, soit c'est terminé, quoi. Donc il D'accord, m'a j'ai rien à perdre. exactement. Donc il m'a laissé. Bon, j'étais un petit étudiant en droit. Et il m'a laissé gérer toute sa campagne, tout le marketing D'accord. de sa Donc campagne. quand tu dis il, c'est le Le fondateur fondateur, ouais. de Jacques et Déméter. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as fait à partir de là? À partir de là, donc j'ai regardé tout ce qu'on avait à disposition déjà. Donc on avait à disposition 450 inscrits newsletter qui n'avaient pas entendu parler de nous depuis 1 an. Et on avait 450 autres inscrits newsletter qui n'étaient pas du tout des inscrits newsletter, mais une base de données chopée chez un de ses employeurs où il avait un petit boulot. Donc rien à voir, c'est D'accord. pas des personnes intéressées C'était par des l'époque chaussures de... Ouais, c'est ça. Pas... avant RGPD. Ouais, exactement, ouais. Donc, ouais, mais avec la RGPD... Donc, on avait à peu près 900 inscrits newsletter, mais qui étaient froids de chez froid. Donc Ouais. on avait ça. Euh, Et c'était à peu près tout, on n'avait rien d'autre. On n'avait pas d'autres assets, il n'y avait pas de page sur un réseau social qui était énorme, il n'y avait pas de compte Instagram magnifique, t'avais rien. Ce que j'ai fait à partir de là, c'est que j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai créé un lancement par mail sur ces 900 personnes, et à côté de ça, j'ai essayé par tous les moyens de mettre les pieds dans une... Parce qu'on n'avait pas d'argent pour la publicité non plus. Donc il fallait mettre le pied dans une source de trafic assez importante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire un peu de RP et de contacter pas directement des gros sites d'information, mais les blogs. Par exemple, Le Monde a plein de blogs. Hmm. Donc et c'est beaucoup plus facile de choper un petit lien dans ce genre de blog. Donc j'ai contacté pas mal de blogs différents et j'ai essayé de me placer 2-3 liens. D'accord. Ce qui au final a marché, mais c'était pas ça qui a fait le gros de nos ventes. Donc le gros des ventes est quand même venu de la base email et La de la base série email, on a d'emails. fait, Ouais. voilà, sur les 900 mails, on a fait 42 ventes, D'accord, ouais. qui est un taux de conversion assez phénoménal. Bien sûr. Encore aujourd'hui, quand je vois les taux de conversion qu'on arrive à atteindre parfois, soit chez nous directement, soit chez nos étudiants, c'est fou. Tu penses que c'est parce que c'est l'époque et il y avait peut-être moins de bruit entre guillemets dans la boîte email en 2014, ou est-ce que il y a une autre explication que tu vois? Ah non, il y a plein d'autres explications, mais même encore aujourd'hui, j'ai un de mes étudiants là qui a fait un lancement il y a 3 mois. Alors que c'était pas du tout le bon moment pour son produit qui est un maillot de bain. On était en novembre, plus de 3 mois. Euh, il a eu un taux de conversion de plus de 10% de vente sur sa base. C'est phénoménal. Le mail, c'est incroyable la force que ça. Alors que moi-même, j'achète jamais par mail. Donc c'est dur pour moi d'imaginer que les gens achètent par mail, ce qui est d'ailleurs un peu assez bizarre du coup. Mais ouais, donc on a eu 42 ventes sur ces 900 personnes inscrites à la base mail. Et ce que ça a fait au final, on a eu aussi 4-5 ventes qui venaient d'un blog justement du Monde. Et au final, ce qui se passe quand d'un coup tu as beaucoup de ventes sur une plateforme de crowdfunding, parce que la plateforme de crowdfunding, peu importe que ce soit Kickstarter, Indiegogo, Ulule ou autre, elle se prend un pourcentage sur tes ventes. Et si d'un coup elle voit que, parce que le lancement par mail, c'était un lancement sur 7 jours, la vente elle se fait sur les 3 derniers mails. Donc les ventes, elles arrivent toutes au même moment. Et là, Ulule voit que, ok, aujourd'hui, la campagne, elle a eu 20 ventes en plus, je comprends pas trop pourquoi. Ulule va commencer à pousser la campagne parce qu'elle voit le taux de conversion de la campagne et ça fait un effet boule de neige. Donc ces 42 ventes ont provoqué un effet boule de neige qui a fait que la campagne, il restait un peu moins de 3 semaines. On est passé de 9% à 60% à 149%. Ou D'accord, ouais. 142, je ne me souviens plus trop.
C'est vrai que c'est marrant que tu dises ça parce que c'est finalement la même chose avec Amazon. Tu vois, quand tu commences à mettre en place une stratégie de trafic externe et que tu envoies du trafic vers une page produit qui commence à convertir de plus en plus, ben Amazon adore ça et te met également plus en avant. Sachant que Amazon, c'est comme une plateforme de crowdfunding, plus il y a de chiffre d'affaires sur une page produit ou sur une campagne, plus la plateforme gagne de l'argent. Et donc, il y a cette même approche où, en utilisant du trafic externe, typiquement via email, tu peux pousser des produits sur Amazon et derrière récupérer des ventes en organique, de la même façon que sur une plateforme de crowdfunding, tu commences à gagner en visibilité et à trouver des gens qui n'ont pas entendu parler de toi au travers de l'email. Et donc, il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place, quoi. Ouais. Ouais, je connais cette technique-là parce qu'elle existe depuis un bon moment sur les livres Amazon. Absolument. À chaque fois que quelqu'un sortait un livre, tu le lances à ta base mail, tu leur promets un petit cadeau en plus pour une review. Donc d'un coup, quand tu lances ton mail tu lances ton livre sur Amazon, tu as directement 1000 lecteurs, 5 entrevues, donc bref, T'as déjà de la, assez facile d'avoir. absolument, de la Ouais, vélocité de vente de la et bonne donc voie sociale. Ouais. tu continues, tu as amorcé la pompe, on va dire, et tu continues sur ta lancée. Ouais, absolument. Donc une fois la campagne de crowdfunding passe la barre des 100%, donc les chaussures sont fabriquées. Derrière, tu as continué à travailler avec Jacques et Déméter. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et la question, c'est qu'est-ce que tu as mis en place après la campagne, tu vois, d'un point de vue emailing, pour continuer à faire des ventes ou pour continuer à alimenter la conversation. Enfin, comment ça s'est passé la transition une fois la campagne terminée pour mettre en place, on va dire, une sorte de routine email sur le site? Alors, on n'était que deux. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais employé. Sauf que là, on est passé de 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel à un peu plus de 400 000. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après cette campagne, Maxime, le fondateur, m'a demandé, OK, Robin, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder un peu cette dynamique assez incroyable? Je dis, est-ce que tu as de l'argent? Pas trop. De toute façon, je le savais, hein. Ok, t'as pas d'argent, donc on n'a pas trop d'argent pour faire de la publicité. Et surtout, à l'époque, j'étais pas trop dans la publicité. Donc je lui dis, ok, Maxime, ce qu'on va faire, c'est que on va devenir le premier blog sur la chaussure. Est-ce que t'aimes bien écrire? Ouais, ça va. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc, ce qu'on va faire, Maxime, c'est que tu vas créer un blog WordPress, que tu t'appelleras blog.jacquesdemeter, et on va écrire chaque mois 2 articles qui défoncent tout. On va faire de la recherche de mots-clés. J'adore le SEO. J'étais amoureux du SEO avant que j'étais amoureux de l'email. Donc, et en plus, ce qui est bien avec le SEO français, c'est que t'as personne. Oui, c'est clair que c'est pas le niveau de compétition qu'on voit dans le marché, sur le marché anglophone typiquement. Ouais. Non, 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 les Français aiment bien magouiller et tout faire pour ne pas avoir à écrire du bon contenu. Donc, t'as rarement du bon contenu. Donc, en 6 mois, on a réussi à se positionner sur pas mal de mots-clés. Et au bout d'un an, on a complètement explosé. Donc, c'est un blog avec plus de 30 000 visiteurs uniques, voire bien plus par moment, par mois. Et ce qu'on a mis en place sur ce blog, c'est que quand tu arrives dessus, déjà, tu peux télécharger un guide d'entretien pour tes chaussures, ce qui est pas incroyable, mais bon, il y a au moins un téléchargement gratuit. Quand tu as un téléchargement gratuit en échange d'une adresse mail, de toute manière, tu peux partir du principe que tu augmentes ton taux de conversion d'au moins 50%. Donc, on a mis en place ça. Donc, ce que j'appelle un appât prospect général sur le site, sur la homepage. Ensuite, dans les articles qui fonctionnent bien, tu crées un appât prospect qui est plus spécifique. Donc, si par exemple, tu as un article qui marche bien, qui est sur les rides du cuir, eh bien, tu crées un appât spécifique où tu te dis, voilà, à la fin de l'article, j'ai pas pu tout dire, mais j'ai tourné une petite série de vidéos où je vous montre comment enlever les plis de vos chaussures. Cliquez ici, laissez votre mail et vous allez avoir accès à la vidéo. Donc, un truc qui est vraiment très spécifique au contenu qu'ils consultent. Et là, tu as des taux de conversion assez incroyables qui vont jusqu'à 30%. 30% des lecteurs qui laissent leur adresse mail. Et Jacques et Déméter, comme ça, le blog s'est transformé en usine à récolter des mails. Donc, plus de 100 mails par jour en ce moment. Même encore un peu plus, quoi. D'accord, ouais. Donc, ouais, utiliser le trafic généré grâce au SEO pour amener des gens sur une base email. Voilà.
une fois que les gens rentrent dans la base email, donc ils reçoivent leur cadeau de bienvenue. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Là, ils reçoivent une série de 6 à 7 mails où on leur parle, où on leur raconte des histoires. Parce qu'une fois que quelqu'un télécharge quelque chose, selon ce qu'il a téléchargé, tu peux deviner un peu ses besoins. Par exemple, là, un mec qui veut entretenir ses chaussures, je peux partir du principe que déjà, il aime bien acheter des chaussures, qu'elles sont sûrement un peu chères, sinon il s'en mettrait pas à les entretenir, sauf si c'est le radin absolu. Et donc, on continue à lui parler des chaussures. Et on lui raconte des anecdotes. J'aime bien raconter beaucoup d'histoires dans les mails. Par exemple, je racontais une histoire qui marchait très très bien parce qu'elle elle est pas choquante, mais elle est intrigante de moi qui est c'était quoi? Ça devait être en terminale. J'avais un gala dans mon lycée et j'étais à l'internat. Et là, j'ouvre la porte d'un de mes potes et je le vois avec une peau de banane en train de mettre la peau de banane sur ses chaussures. Donc des trucs un peu, il y a du suspense, c'est écrit de manière un peu drôle et tout. Ça, tout le monde l'adapte et tout le monde fait comme il veut, mais raconter des histoires, ça marche ultra bien. T'as beaucoup de réponses à tes mails, t'as un fort engagement. Donc il y a toujours une anecdote au début qui après amène au sujet. Ouais. On va parler un petit peu plus dans la deuxième partie de l'interview sur vraiment l'emailing, mais c'est sûr que on pourrait dire que les gens qui rejoignent la newsletter d'un site e-commerce veulent certainement pas recevoir tout de suite, se faire bombarder de publicités et de trucs Exactement. commerciaux. Au contraire, il y a toute une période, on va dire, de lune de miel ou d'éducation, enfin, à voir comment toi tu l'appelles, mais avant de quelque part rentrer dans le vif du sujet, mais en tout cas, il y a... Ouais, ne pas bombarder les gens, c'est clair que ce serait la première leçon et la première chose à surtout pas faire, quoi. C'est ça. Donc on leur apprend, on parle de ça, on parle du cirage, ensuite on parle on parle de qu'est-ce qu'un bon cuir, pourquoi est-ce que c'est un bon cuir, sans rentrer dans trop de détails techniques, juste rapidement, encore une fois en liant tout ça avec une histoire. Donc on leur apprend plein de petites choses qu'il faut savoir pour choisir des bonnes chaussures, et après à la fin on fait quoi? Eh bien on leur présente une de nos paires de chaussures qui répond à tous les critères dont on a parlé en amont. Mmh. Et on leur propose de l'acquérir et on leur propose de l'acquérir en plus d'un cadeau qu'on leur fait sur une durée de temps limitée. L'idée, c'est de voir en combien de temps est-ce que j'arrive à transformer quelqu'un en client Mmh. pour récupérer assez rapidement l'investissement. Ça, c'est quelque chose qui est important quand on fait de la publicité, quand on acquiert des prospects, enfin des inscrits mail en pub, parce qu'on veut savoir, OK, est-ce que je suis rentable ou pas dessus? Avec un blog, c'est moins important, c'est du bonus, la thune que tu génères derrière. Mais en tout cas, on arrivait à choper des mecs qui venaient avec des requêtes, donc ils sont sur Google, ils tapent, ça c'est le truc qui marchait le plus, c'est comment cirer ses chaussures, donc ça c'est une requête normale, et il y avait un autre truc qui est comment agrandir ses chaussures. Là on n'est plus sur une requête de mecs qui veulent économiser de la thune. On arrivait à prendre ces personnes-là, les amener sur le site, les faire télécharger un guide, et ensuite leur vendre des chaussures à 300 balles. Mmh. Le mec, il venait pour récupérer des chaussures, pour essayer d'économiser de l'argent, on arrive à le faire partir. Donc c'est ça, il faut comprendre que l'email est un moyen vraiment incroyable pour juste prendre le discours de vente que tu aurais en physique avec une personne, comme un vendeur en boutique, et à le mettre et à le livrer par digital. Ouais. Parce que ce qui est génial avec la boîte mail, c'est que tu n'es pas sur un fil d'actualité. Ton information, elle n'est pas noyée. Il n'y a personne qui te fait chier, qui te dit, voilà, tu as 100, 280 caractères ou tu as 2200 mots. Non, tu fais ce que tu veux dans l'email. Enfin, je comprends l'importance en gros de prendre les gens de là où ils sont. Donc ils sont sur un article qui parle de comment agrandir ses chaussures, il faut partir de là. Peut-être les amener vers un bonus à télécharger qui donnerait des trucs, des astuces, enfin plus de choses sur le sujet, puisque la personne est toujours dans cet état d'esprit, je cherche à agrandir mes chaussures. Et de là, au travers de l'email et d'une série d'emails, la faire passer petit à petit de là où elle est, de son point A au point B, où elle se dit, soit j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures, soit en fait je vais peut-être pas agrandir mes chaussures, mais plutôt trouver la bonne chaussure. Et je pense que c'est intéressant en effet d'utiliser l'email, et comme tu dis, dans l'email ayant
L'avantage, tu es dans un endroit qui est relativement contrôlé. Une boîte mail, il n'y a pas trop d'interruptions, de distractions. Et tu peux aussi mesurer quel est le taux d'ouverture de chacun des mails. Tu peux voir les gens qui passent au travers de toute ta séquence et donc te dire voilà, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne bien. Alors que si tu faisais, disons, des posts sur un fil Facebook, tu ne peux pas vraiment te dire est-ce que telle personne a vu tous mes posts dans l'ordre, etc. Et donc, tu es forcément un peu plus à l'aveugle. Surtout que sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux, leur intérêt, eux, c'est de te faire payer pour de la visibilité. Ce qu'ils font depuis des années, c'est réduire en plus la visibilité organique que tu peux avoir. Alors que l'email, ça appartient à personne. C'est génial. L'email n'appartient à personne, donc il y a jamais eu de restriction sur l'email. Le taux d'ouverture des mails en moyenne n'a jamais chuté. Bien sûr, au tout début d'Internet, tout le monde était trop content de recevoir un email. Mais après, ça fait un moment que tout le monde est bombardé d'emails. Le taux d'ouverture moyen, il est de 20%. Le taux de visibilité d'un post Facebook est en dessous des 1%. Oh, le calcul est vite fait. C'est assez simple. Le calcul est très vite fait. Et surtout, tu peux assez facilement renvoyer le même mail avec un autre objet aux personnes qui n'ont pas ouvert tes mails. Ouais. C'est quelque chose que je fais beaucoup parce qu'il est très très facile de zapper un mail. Hein. Ça peut toujours arriver à un moment où on est occupé. Oui. Il arrive dans l'onglet promotion de Google, il est un peu planqué. Et ouais, en effet, en renvoyant 24 ou 48 heures plus tard tout simplement le même mail, on arrive à récupérer des ouvertures, des clics. C'est en effet c'est très facile à mettre en place. Ouais. Alors que j'imagine qu'une plateforme comme Facebook, si on commence à reposter le même post 20 fois pour essayer d'augmenter la visibilité, Facebook au bout d'un moment va dire c'est du spam et c'est interdit. Et comme tu dis, l'avantage de l'email, c'est que tu es chez personne. Et même les utilisateurs qui l'ont déjà vu, ils le revoient parce que tu peux pas les exclure. Donc ouais, c'est un peu, enfin sauf si tu fais de la publicité, mais on parle de non payant là. Mais ouais, je pense qu'ils kiffent pas. Ouais. Et ce qui est bien, et ce qu'il faut comprendre aussi fondamentalement, parce qu'il y a énormément de gens qui, même dans la vie de tous les jours, pour leur usage privé du mail, ont peur de relancer en se disant mais je vais l'embêter, s'il m'a pas répondu, c'est sûrement qu'il m'aime pas ou qu'il me déteste enfin, ils sont des scénarios dans leur tête. Ils vont toujours à la conclusion qui est la moins flatteuse pour eux-mêmes. Alors que quelqu'un qui reçoit un mail peut juste oublier, ne pas l'avoir vu, recevoir. Ça peut tomber dans un moment de la journée où il y a 20 mails qui arrivent en même temps. Donc, il faut pas le prendre personnellement. C'est la même chose avec les inscrits newsletters. Faut pas le prendre enfin, ils font pas exprès de pas l'ouvrir. C'est quelque chose que je vois beaucoup avec les différents clients qu'on accompagne sur Amazon et qui ont aussi un site e-commerce en parallèle. Il y a une forme de timidité à l'idée d'envoyer des mails, à se dire je vais pas trop envoyer de mails parce que je vais embêter mes inscrits ou voilà, ils vont pas m'aimer parce que je les spam. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une sorte de peur autour de l'envoi d'emails. Qu'est-ce que tu dirais au gérant d'une marque qui a son site e-commerce qui se dit moi je veux pas envoyer plus d'un mail par semaine ou un mail par mois parce que sinon je vais embêter les gens. Ce qui est problématique dans l'email marketing, c'est que on a tendance à toujours vouloir copier quand on ne sait pas faire. Et si on veut copier l'email marketing, on n'a pas de bons exemples à disposition parce que les bons exemples, eh bien, on les voit pas partout. Une entreprise qui gère bien son email marketing, elle est très rentable parce qu'elle arrive à générer des ventes sans investir en publicité. Ce qui veut dire qu'on fait un profit monstre sur l'email marketing s'il est bien géré. Donc, elle n'a pas besoin d'être très visible, elle n'a pas forcément besoin de croître non plus, parce que la croissance, c'est toujours une recherche de je vais croître et peut-être bientôt je serai rentable. Et du coup, c'est une course en avant. Donc, on se retrouve avec des machines monstrueuses qui génèrent un CA énorme, mais qui peuvent toujours être dans le rouge. Et ça, tu en as pas mal dans la mode. Par exemple, il y a un site e-commerce très connu dans la mode, un peu francophone, un peu une start-up incroyable, dont on aime bien parler dans les journaux et tout, qui a une croissance phénoménale, mais ils ont des ratios de 4 millions de chiffre d'affaires pour 2 millions de pertes. J'aimerais pas être à la tête d'un truc comme ça, quoi. Et bref, du coup, on voit pas. Tu gères bien ton email marketing, t'es tranquille, t'es dans ton coin. Et donc, les gens qui aimeraient avoir des bonnes pratiques d'email marketing, elles peuvent pas te copier parce que de toute manière, elles te voient pas.
En plus, l'email de base, c'est quelque chose qui est caché. Donc, il faut être inscrit pour le recevoir. Tu peux pas juste aller sur la page Facebook du mec et regarder un peu, OK, il a quoi comme poste, vas-y, je fais les mêmes. Donc, ça, c'est un premier truc. On n'a pas de bons exemples en email marketing. Et sinon, l'autre problème, c'est que on a l'impression qu'on va embêter les gens parce qu'on ne voit que ces mauvais exemples. On voit que ces exemples complètement auto-centrés. Ah oui, parce que si on n'a pas d'exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher chez les plus grands. On se dit, bah, qu'est-ce que fait Decathlon? Qu'est-ce que fait, enfin, je dis des trucs au hasard, je sais pas ce qu'ils font Decathlon. Qu'est-ce que fait Adidas? Qu'est-ce que fait machin? Donc, tu commences à regarder comme ça et tu commences à copier ce qu'ils font eux, ce qui est pas incroyable non plus. Et bref. Donc, tu te mets dans la tête que, OK, les emails en e-commerce, c'est du spam, c'est dégueulasse, c'est des boutons achetés de partout, c'est je contacte les gens uniquement quand j'ai besoin qu'ils achètent chez moi. Donc, t'as pas de bon exemple. Et naturellement, quand t'as que des mails comme ça que t'as pas envie d'envoyer, mais qu'on te force à envoyer parce que tout le monde te dit qu'il faut faire de l'email marketing, bah, t'as pas envie d'en envoyer souvent. Et tu te retrouves avec des e-commerce qui envoient pas de mails du tout ou 2 mails par an, ou parfois, rarement, un mail par semaine, mais c'est rare. Ouais, donc tu dirais que c'est une sorte de mécompréhension finalement de ce qu'est l'email et de comment bien s'en servir. Et en effet, du coup, on voit beaucoup les mauvais usages et on peut se faire un peu polluer et voilà, passer à côté vraiment de l'opportunité email, on va dire, Complètement. simplement parce qu'on n'a pas compris comment bien s'en servir. Là, ça fait 4 ans que je suis consultant à plein temps et j'ai encore jamais vu quelqu'un qui utilisait l'email ne serait-ce qu'à 50% de son potentiel. Jamais. Sur un site e-commerce, ouais. Sur un site e-commerce. Et encore moins chez des prestataires parce qu'ils ont encore moins l'habitude de l'email. D'accord. On est au tout début et c'est incroyable parce que l'opportunité qu'on a, c'est l'email normalement peut générer jusqu'à 40% de ton chiffre d'affaires si tu es vraiment très fort. Et si tu es en dessous de 30% de ton chiffre d'affaires, il y a un truc à aller chercher. Et ce chiffre d'affaires, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est presque du profit pur. Bien sûr, tu as tes coûts de production, etc. Mais il n'y a pas de coûts d'acquisition en plus, t'as pas besoin de faire de la publicité, c'est des gens qui sont là, tu peux rentrer en contact avec eux. Bien sûr, tu as un CRM que tu payes Mailchimp ou autre 100 balles par mois pour pouvoir leur parler, mais c'est tout. C'est de l'argent qui traîne. Et beaucoup d'argent qui traîne. Cet argent, il peut permettre à la croissance, il peut te permettre de déléguer, il faut le prendre. Oui, je pense que le plus vieil adage de tout Internet, c'est l'argent est dans la liste. Et effectivement, ça s'applique aussi, ça s'applique beaucoup aux formateurs en marketing, etc. Mais ça s'applique clairement au site e-commerce, puisque, comme tu le dis, une fois que ton prospect il est dans ta base email, bah, il te coûte rien. Tu peux lui envoyer des messages gratuitement, ou presque, comme tu dis, mais puisque l'email n'appartient à aucune plateforme, enfin je pense c'est pas Facebook, c'est pas Google, etc. Il y a une certaine compétition au niveau des CRM et du coup les prix pour envoyer des emails sont très très raisonnables et donc en effet on a une machine pour contacter une liste de gens qui sont intéressés et ce à très bas coût et on va dire ça va le rester puisque on voit tu vois, le fil d'actualité typiquement de Facebook qui est de plus en plus occupé et avec de plus en plus de pubs et du coup les coûts de pub sur Facebook comme ailleurs d'ailleurs augmentent toujours, tandis qu'on peut se dire que le prix d'un CRM email restera et probablement est resté flat depuis 10 ans, ce qui est juste incroyable quoi. Ouais, il baisse en plus. Hein. Enfin, ils baissent pas et ils gagnent en fonctionnalités qui sont pas forcément toujours intéressantes, mais même, tu en as toujours des nouveaux. Par exemple, en ce moment, tu peux choper un CRM basique qui est en one-time payment, donc tu payes une fois, c'est pas un abonnement à l'année, qui s'appelle SendFox. C'est un truc qui a été créé par le fondateur de AppSumo. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, ouais. Noah Kagan. Noah, voilà. C'était créé par Noah. Et pour 100 balles, tu peux avoir un CRM pour envoyer 10 000, pour avoir 10 000 inscrits à ta newsletter. 100 balles, une fois. Ouais, c'est dingue. Non, ça baisse, ça baisse, quoi. C'est vraiment incroyable. Mais ouais, et un autre truc que je dirais du coup aux gens qui ont peur d'envoyer des mails,
là récemment, j'ai regardé, enfin j'aime bien regarder un œil sur les études qui se font un peu sur l'email marketing, parce que tu as toujours... ça, c'est un truc qui est assez marrant. C'est depuis 2004, à peu près, même 2002 peut-être, tu as toujours eu cette rumeur de l'email est mort, l'email est mort, l'email est bientôt mort. Là, le dernier à avoir fait ça, ça me tue parce que c'est peut-être ma personnalité internet que je préfère, c'est Frank Kern. Je sais pas si tu connais. Non. Frank Kern, c'est un monsieur qui il était connu pour avoir une barbe et pour être un surfeur. C'est un peu un branleur et aujourd'hui, c'est un monsieur assez âgé qui a la cinquantaine et qui est très agréable, très très agréable. Donc, je conseille à tout le monde d'aller au moins voir une fois sa page Facebook et de regarder ses vidéos qu'il fait de lui comme ça, tout sourire, en parlant de manière très très simple, en disant de lui-même qu'il est bête parce qu'il comprend pas grand-chose, qu'il parle avec des mots très simples. C'est très agréable. Et bref, lui, là dernièrement, son grand truc, c'est l'email est mort, faites des lives Facebook. Ouais. Donc oui, c'est toujours en fait, c'est un peu le problème du monde de la formation en marketing, c'est que on sait très bien en tant que personne qui font du marketing et qui en font leur vie doublement parce qu'ils doivent faire du marketing pour vendre leurs produits et parce qu'ils forment dedans, on sait que un des trucs qui vend le mieux, c'est la nouveauté. Et quand on n'a pas forcément de nouveauté, on va essayer d'en créer. Et dire que l'email est mort, ça crée énormément de nouveautés. C'est un changement de paradigme. C'est clair, ouais. Donc il y a toujours un intérêt à annoncer le dernier nouveau truc à la mode. Voilà. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que l'email qui est là depuis les débuts d'Internet est peu utilisé ou mal utilisé. Et en effet, parce que les gens cherchent la nouveauté à tout prix et se disent que c'est sur la prochaine plateforme qu'ils arriveront à faire des millions. Alors qu'encore une fois, l'argent est peut-être dans la liste, ou au moins en partie dans la liste, s'ils commencent par maîtriser, on va dire, les fondamentaux, quoi. Exactement. L'argent est dans la liste et l'argent est surtout dans un discours de vente bien construit, dans une offre qui répond vraiment aux besoins du client et dans la compréhension du client. C'est basique, mais personne n'a envie de l'entendre. C'est pas comme ça si tu veux devenir riche vite, c'est pas ce qu'il faut raconter en tout cas. Bon, c'est clair, personne n'a envie de faire de la recherche de marché, de poser des questions à sa cible et vraiment comprendre leurs problèmes et de là créer le contenu qui va répondre à ces questions pour derrière les faire rentrer dans la séquence email qui va les amener petit à petit du point A au point B. C'est vrai que c'est du travail, en effet. Ouais, c'est chiant. Non, est-ce qu'on peut pas juste taper dans la viralité rapidement et créer des pics de vente énormes? Ouais, je comprends la démarche. Donc tu vois, il y a beaucoup de sites e-commerce qui ont en gros une petite boîte abonnez-vous à la newsletter tout en bas de leur page d'accueil, un truc pas sexy du tout qui donne pas envie. Au gérant de ce site e-commerce, qu'est-ce que tu dirais quelle est la première chose qu'il devrait faire juste après avoir terminé cet épisode de podcast? Attends, juste avant, je parlais d'une statistique et j'ai oublié de la dire. 49% des consommateurs aimeraient que leur marque préférée les contacte une fois par semaine pour avoir des news. C'est incroyable, c'est énorme. Voilà, je voulais juste me débarrasser de cette stat qui m'était dans la tête. C'est intéressant et puis ça donne l'idée que oui, tu vois, ça casse l'objection. Bah non, je vais pas envoyer des mails parce que je vais déranger les gens. Bah non, il y a déjà une personne sur deux qui a envie d'entendre parler de vous. Et puis je dirais, tu vois, on entend beaucoup parler de Facebook Messenger, de chatbot, etc. et de taux d'ouverture qui sont complètement dingues. Parce que, tu vois, aujourd'hui, Facebook Messenger, c'est globalement une messagerie privée, tu vois, où tu as tes contacts perso. Et donc, tu vois, quand tu as une nouvelle notification Facebook Messenger, bah, tu as tendance à aller la regarder parce que tu associes ça à ta messagerie perso. Et bon, il y a des marques qui utilisent ça de plus en plus pour promouvoir sur Facebook Messenger. Quelque part, je pense que l'email, il y a de ça aussi, tu vois, l'adresse email, bah, c'est la boîte aux lettres qu'il y avait autrefois devant la maison, c'est l'équivalent. Et donc, le fait de recevoir un email directement dans sa boîte, de la marque qu'on aime directement à moi, pour moi, alors bien sûr, on sait bien que ce sont des newsletters, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même au niveau de la psychologie. Moi, j'ai reçu un email, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Il y a comme ça, je pense, quelque chose qui crée du lien en fait avec la marque qui envoie des mails, quoi. Pour avoir fait du chatbot un peu cette dernière année, parce que tout le monde te dit que le chatbot c'est la relève du mail. On est encore une fois dans cette histoire-là. Le chatbot, comme je disais, l'email ça t'appartient.
le chatbot ne t'appartient pas parce qu'il appartient, que ce soit Messenger, il appartient à Facebook, que ce soit WhatsApp. Je ne sais pas s'il y a déjà des messages. Je crois qu'il prévoit des chatbots pour WhatsApp. Hein. Bref, ça aussi, c'est Facebook. Donc, Facebook. Là, en mars, Facebook a mis en place, et ça m'a fait quitter justement les chatbots, a mis en place des nouveaux updates qui font que tu ne peux plus envoyer de messages à une personne si elle ne t'a pas envoyé un message avant. Oui, absolument. Ce qui veut dire que si tu veux l'utiliser comme forme de newsletter, donc peut-être qu'il y a une personne qui s'abonne et qui dit start pour le chatbot, t'envoie un message, si elle te répond pas, ce qui est normal parce que toi tu lui envoies de l'information, peut-être qu'elle pourrait te répondre pour te dire merci ou un truc comme ça, mais bref, ça serait tout. Si elle ne te répond pas, tu peux pas lui renvoyer de message. Donc, c'est un canal qui est complètement géré par Facebook. Facebook peut lire ce que tu leur envoies, ce qui est déjà arrivé. Facebook peut te restreindre quand ils veulent, et à chaque fois qu'il y a un update, bah, toi, tu es là, tu trembles. L'email, ça t'arrive jamais. Et est-ce que tu connais ManyChat ? ManyChat, c'est un peu le truc pour construire des chatbots. Ouais, j'ai déjà utilisé aussi sur mon site e-commerce. Mais en effet, Facebook contrôle l'audience et Facebook dicte ses règles. Et donc, Exactement. Et ManyChat, maintenant, ils font quoi ? Ils te disent oui, bah voilà, t'es bloqué, ton flow, il marche pas. En revanche, ce que je te conseille, du coup, c'est envoie des mails. Du coup, ManyChat s'est transformé en CRM. bah ouais, C'est tiens, bien. bizarrement. Ouais. Ouais. Non, Ouais. c'est intéressant. Et c'est clair que, ouais, encore une fois, le fait que l'email appartienne à personne, tu sois pas bloqué par une plateforme. Si tu envoies un email qui n'est pas ouvert, comme on disait, tu peux renvoyer le même email en changeant l'objet. Peut-être que la personne l'ouvrira, ou juste elle ouvrira le suivant. Il n'y a pas une règle qui dit si la personne n'a pas ouvert le mail 1, alors le mail 2 ne pourra pas être envoyé. Là encore, tu gardes le contrôle. Si un jour d'ailleurs un CRM, donc un prestataire de service pour envoyer des mails, décidait de mettre en place des règles comme ça, bon, ce serait complètement délirant et se tirer une balle dans le pied, mais tu pourrais dans tous les cas télécharger ta base de données, c'est un fichier Excel, tu vas chez le Et te concurrent. barrer. Et voilà, tu remets ta base email et tu es reparti pour envoyer des emails. Donc c'est vrai que on le dira jamais assez, mais c'est l'une des forces de l'email, c'est qu'on contrôle l'audience, on possède l'audience, et c'est juste quelque chose de très précieux en 2020 et dans le futur de plus en plus. Ouais, toujours, parce qu'au final, quand tu contrôles ton audience, tu peux partir. Par exemple, si je prends l'exemple de Jacques et Déméter, la base mail, on la nettoie énormément, donc elle est assez petite mais très qualitative, donc on doit avoir 25 000 mails, peut-être plus. Non, peut-être 35 000. Mais bref, ça croît à une vitesse énorme en plus, avec 150 inscrits par jour, quoi. C'est clair. Mais bref, on peut prendre cette base mail et décider, parce que le contact qu'on a avec eux, c'est pas juste un contact de bonjour, achète mes chaussures, c'est un contact de ils savent qui on est, ils savent ce qu'on aime, ils savent pourquoi on crée nos produits, donc ils connaissent nos valeurs fondamentales. Donc si on décide d'aller créer autre chose que les chaussures, eh bien on a 30 000 personnes qui nous aiment déjà, qui sont prêts à acheter ce qu'on sortirait. Absolument, ouais. Ouais, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est ce que je dis aux vendeurs à Amazon, enfin aux prospects et aux clients que j'accompagne, c'est que une fois que tu as ta base email, une fois que tu as une audience qui aime ce que tu fais, en effet, aujourd'hui, peut-être que tu vends tel type de produit, demain, tu as prévu de lancer des nouveaux produits, si les gens aiment ce que tu fais, ils ouvriront tes mails pour entendre parler de nouveaux produits. Si tu sais l'amener, encore une fois, avec du storytelling, avec une bonne approche, il y aura forcément des gens qui seront intéressés et qui auront acheté ton nouveau produit. Donc, en effet, c'est une force de frappe que tu possèdes et que tu peux appliquer dans la direction où tu veux, la direction où tu vas, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et pour revenir du coup sur la question de qu'est-ce que je dirais un e-commerçant qui a une petite boîte pour l'inscription mailing, ça me permet de parler rapidement de là où j'ai travaillé en 2016, chez Bungle, le premier site sur la mode masculine. Déjà, il faut voir quand on demande un email à quelqu'un, il faut le voir comme une transaction. D'accord. Il te donne un accès de le contacter directement. Et qu'est-ce que toi, tu as lui offrir en échange ? Est-ce que tu aurais envie de me donner ton mail si je te dis, oui, je t'envoie des news. Je te connais pas, je sais pas ce que tu fais, pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir des news ? C'est quoi la valeur ajoutée pour moi ? Il faut toujours se dire, qu'est-ce que lui, il y gagne ? Et il faut se dire que lui, en permanence, il pense ça. Surtout au début d'une relation où il te connaît pas, où déjà il est un peu méfiant parce que, voilà, t'es une entreprise, il n'aime pas trop ça, enfin, il a peur de recevoir du marketing un peu dégueulasse, bref. Il n'a pas forcément envie de te donner son mail. Donc, il faut faire en sorte que cet échange
soit comme disent les Américains, un no-brainer. Donc, que ce serait complètement idiot de refuser de donner son mail. Et pour faire ça, il faut répondre à une question que la personne a déjà, il faut lui donner tellement de valeur qu'elle ne peut pas refuser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se demander déjà se demander qui est mon audience, se demander est-ce que j'ai qu'une seule personne dans mon audience, enfin est-ce que j'ai qu'un seul profil, est-ce que j'en ai plusieurs, et comprendre que chacune de ces personnes a des questions qu'elle se pose de toute manière. Donc elle a déjà des questions qu'elle se pose dans la tête. Il y a déjà une conversation dans sa tête. Et il ne faut pas arriver et vouloir créer toute nouvelle conversation. Il faut rentrer dans celle qu'il y a déjà. Par exemple, pour l'email marketing, mes clients ont déjà des questions, se posent déjà des questions. Est-ce que moi, c'est dans mon intérêt de dire « Ah non, c'est de la merde tes questions » et arriver avec un sujet qui ne les intéresse pas, pour lequel ils ne sont pas encore prêts? Non. Donc, je vais déjà répondre aux questions qu'ils ont dans leur tête et qui se posent tous les jours. Par exemple, les questions qu'ils ont, c'est à quelle heure est-ce que je dois envoyer mes mails? En vrai, on s'en fout de à quelle heure tu envoies tes mails. On fignole là, c'est pas important. Mais si c'est la question que le mec il se pose en début de relation, bah tu lui réponds. Tu lui réponds et à la fin tu lui dis c'est pas si important que ça. Je vais te montrer ce qui est important. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est rentrer répondre aux questions qu'ils ont déjà et après les amener là où tu veux les amener. Par exemple, si on prend Bungle du coup qui est un site de mode masculine qui a sa propre marque. Après avoir fait des recherches, j'ai remarqué que le profil qui était le plus intéressant, c'était le profil de l'un du jeune mec qui travaille pour la première fois à la Défense, donc qui travaille dans le conseil, l'audit ou autre, et qui a envie de s'acheter un costume. Là, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a envie de s'acheter un costume. Pourquoi d'un coup il a envie de dépenser de l'argent. Il n'a jamais dépensé de l'argent avant dans le vêtement. Pourquoi est-ce que là il veut en dépenser? Et là tu creuses. Tu fais quoi? Tu contactes ces personnes. Tu vas, quand ton entreprise a une boutique, tu vas en boutique, tu demandes aux vendeurs, parce qu'ils sont en contact direct avec le client. Si tu vois ces clients-là, tu les chopes, tu vas boire une bière avec eux pour discuter avec eux. Et si tu peux, tu enregistres pour voir les mots qu'ils utilisent. Et en fait, ce que tu remarques, dans mon cas, dans le cas de ce mec qui veut un costume, ce que tu remarques, c'est que ce mec, pour la première fois, il est confronté à un monde où il n'est pas en école, il est confronté à des personnes qui sont hiérarchiquement supérieures à lui. Et pour toi, comme ça, dis-moi, ça serait quoi la différence? La différence, elle serait où entre un étudiant? Est-ce que toi, tu verrais une différence entre les études qui ont été faites, par exemple, école de commerce ou école d'ingé, ou où est-ce que tu mettrais la séparation? Moi, de base, je me dirais, ouais, un ingé, il va moins faire attention qu'un mec qui sort d'école de commerce. C'est ce qu'on se dirait, ouais, puisque on a toujours l'idée que les commerciaux, les gens qui ont étudié le business, sont plus vendeurs et donc se vendent mieux et donc s'habillent mieux que les ingénieurs qui sont derrière un écran à concevoir des trucs, font moins attention à leur apparence. Exactement. Et en fait, non. La différence entre les profils, elle ne se fait pas au niveau des études, mais au niveau de leur activité dans leur travail. Si dans ton travail, tu es amené à toujours travailler directement avec le client, donc avec une entreprise externe à la tienne que tu conseilles, eh bien là, tu vas faire très attention à comment tu t'habilles. Que tu sois ingé ou pas, ou que tu sois en école de commerce ou pas. Or que si tu es toujours en train de faire des slides dans ton coin sans jamais les présenter, tu t'en fous de comment tu es habillé. Et donc ces personnes, c'est le déclic qui vient toujours de « j'étais en réunion, je me sentais pas bien, les gens m'écoutaient pas, déjà que je suis plus jeune que les autres, et là, pour la première fois, je vois le costume Célio que je porte, et je le vois par rapport à un beau costume, parce que les mecs autour de moi, qui ont la quarantaine, ils ont tous des beaux costumes. Ils sont là, ils ont le niveau de N+3 et ils sont tous bien habillés. Donc moi, qui n'ai pas forcément confiance en moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux bien m'habiller pour peut-être avoir plus confiance en moi. Peut-être qu'on m'écoutera plus. Et là, pour la première fois, ils sont prêts à dépenser de l'argent parce qu'ils se disent « Ok, ça va me donner confiance en moi. Je vais peser un peu plus. » Mais en même temps, c'est la première fois qu'ils dépensent de l'argent. Donc, ils ont 700 balles. Si je ne vais pas les dépenser n'importe comment. Ils font des recherches. Ils se disent « J'ai pas envie d'aller chez des grandes marques.
j'ai payé le marketing. Ils se disent, si j'achète un beau costume, j'ai pas envie de me le porter que au travail. J'ai envie de pouvoir le mettre aussi pour le mariage de ma cousine cet été. Ils se disent aussi, j'ai pas envie qu'il se remarque trop, mais en même temps, j'ai envie qu'il se remarque, j'ai envie d'avoir des compliments. Bref, il y a tout ça qui se passe dans leur tête. Et tu sais que c'est comme ça qu'ils arrivent pour la première fois sur ton site, avec tout ça qui remue là-dedans. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées quelque chose. Un PDF, c'est bien assez. Hein. Tu crées un PDF qui s'appelle, dans notre cas, la checklist du vrai costume. Pourquoi du vrai costume ? Vrai en majuscule. Parce qu'à chaque fois qu'on allait rencontrer ces personnes, on leur disait, juste pour les tester, on leur disait, mais pourquoi est-ce que tu vas pas juste chez Zara ? Ils te répondent toujours, non, moi je veux un vrai costume. Donc les mots du prospect. Et bien l'emphase sur le vrai. Voilà. Donc on a créé cette checklist du vrai costume et ça a divisé parce que nous, l'acquisition se faisait par pub Facebook. Donc on prend ce PDF, on le pousse par pub Facebook. Le coût d'acquisition, il est passé de... je peux pas te dire les chiffres exacts, mais il a été divisé par plus de 12. Ouais, ce qui est monstrueux, simplement parce que tu as rejoint la conversation, encore une fois, dans la tête du prospect, et tu es venu avec le bonus qui va exactement répondre à toutes les questions qui se posent, avec en plus ces mots, quoi. Voilà. Tu veux que le mec se dise, mais il a lu, lu dans mes pensées, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ça. Alors qu'avant, ce qu'on poussait, c'était un e-book pour apprendre les bases pour bien s'habiller. C'est pas sexy. Personne se réveille le matin en se disant, mais j'ai envie d'apprendre les bases pour bien m'habiller. Non. On se pose toujours spécifique. Toujours spécifique, toujours énormément de valeur et toujours répondre aux questions qu'ils ont déjà. Ne pas essayer d'inventer des nouvelles. C'est marrant parce que je me retrouve vraiment dans ce profil, puisqu'avant d'être entrepreneur, j'ai bossé chez Airbus à Taïwan. Enfin, c'était mon premier boulot. Donc, j'étais au siège, il y avait des clients qui venaient, et donc on m'a dit faut que tu mettes des costumes et des cravates parce que c'est ce qu'on fait ici. Et même question, je sortais d'école d'ingé en aéro. Je m'étais jamais acheté un costume, je savais pas faire un nœud de cravate. Enfin, je me suis posé toutes ces questions et donc j'ai dû taper les mêmes choses sur Google et donc en effet, je pense que comprendre, encore une fois, on le dira jamais assez, mais comprendre son marché, comprendre sa cible, comprendre ce qu'ils ont dans la tête, c'est vraiment la base d'une stratégie emailing, puisque tu peux pas envoyer de l'info, tu peux pas proposer un lead magnet, tu peux rien faire si t'as pas déjà compris où en sont les gens, quoi. Et le plus important là-dedans, c'est vraiment être dans le quali. J'ai toujours trouvé que c'est beaucoup plus intéressant de comprendre quelques cas et d'en tirer des conclusions que de comprendre plein de cas, mais de manière très superficielle. Alors j'ai une autre question. On voit beaucoup de sites e-commerce qui utilisent comme lead magnet recevez 10% sur votre première commande, entrez votre email. Qu'est-ce que tu penses de cette approche pour collecter des emails ? J'ai plusieurs réflexions là-dessus. Donc la première, c'est ça intéresse qui 10% 10%, ça intéresse 10% sur ta première commande. C'est les personnes qui sont déjà sur ton site, tu leur offres 10%. Ça intéresse les personnes qui ont déjà de toute manière envie d'acheter quelque chose, les personnes qui pourraient passer à l'achat. Donc au final, que tu leur offres 10%, non, peut-être qu'ils achèteraient de toute manière. Donc tu réduis ton chiffre d'affaires, ouais. Voilà, tu réduis tu l'augmentes ton chiffre d'affaires. Mais il faut voir, est-ce que cette augmentation de chiffre d'affaires vaut la peine de perdre, parce que tu tapes dans la marge directement en faisant moins 10%. Donc, il faut voir si tu es gagnant sur ce changement. Tu changes le chiffre d'affaires pour moins de marge. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se demander, OK, donc les personnes qui vont télécharger ça, qui vont mettre leur mail pour avoir moins 10%, c'est des personnes qui veulent déjà acheter. Est-ce qu'un mec qui est potentiellement intéressé mais qui veut pas acheter tout de suite, est-ce qu'il va me donner son mail ? Non. Tu vas pas me donner son mail. Ouais. Donc, ce que tu fais, c'est que tu récoltes pas l'objectif que tu as avec ta base mail, c'est d'attirer et de choper les contacts de personnes qui sont même tout en bas de ton escalier de vente. Donc, ils sont au début de processus d'achat. Tu les veux aussi. Tu veux pas juste les personnes qui sont tout en haut, les 10% qui sont là en train d'hésiter. Non, tu veux tout le monde. Donc, c'est pas forcément une bonne offre. Ouais, parce que tu vas chercher que pas les gens suffisamment en amont, tu vas chercher les gens trop près de la vente et comme tu dis, tu maximises pas d'une part sur j'imagine le volume d'emails que tu collectes, enfin le ratio par rapport au trafic que tu as, et en effet, comme tu dis, tu peux en plus cannibaliser quelque part tes propres ventes qui auraient eu lieu de toute façon.
tu cannibalises tes propres ventes oui, c'est un peu personne t'a demandé les 10% pour l'instant. Donc utilise-le comme une arme pour retargeter, pour le proposer après. L'utilise pas sur ton site dans le magasin. Ouais. Les gens sont déjà là, ils sont déjà prêts à acheter, ne l'utilisent pas maintenant. Ce que je conseillerais de faire dans ce cas-là, c'est de dire, ok, ce que je fais, c'est que je crée un PDF d'information, comme celui on vient de parler sur le costume, et je ferai un package avec un truc qui intéresserait tout le monde, donc même le mec qui est en début, un truc qui intéresse le mec qui veut passer à l'achat, donc peut-être un moins 10%, et je ferai un pack comme ça. Comme ça, il y a un truc qui intéresse tout le monde dedans et je poserai ça pour quelqu'un qui a vraiment peur de perdre quelque chose, qui a peur de passer à côté de vente en ne mettant pas les moins 10%. Parce qu'il voit tout le monde le faire et du coup, il a envie de le faire. Oui, on est toujours dans la même démarche de copier ce qu'on voit sur le site sans comprendre vraiment derrière les rouages et les subtilités qu'il peut y avoir, quoi. Voilà. Et surtout, mais ça, c'est un truc qui est important aussi, et j'y suis énormément confronté dans la mode, du coup, ça me tient à cœur. En infoprenariat, tu t'en fous un peu. Quand tu vends de l'information, tu fais moins 10%, tu fais moins 10%. Qu'est-ce que tu en as à faire? C'est que de la marge. Or, dans la mode, tu peux pas te permettre de raisonner comme ça. Quand tu fais des promotions, qu'est-ce que tu fais? Tu attires des clients qui sont des clients qui veulent acheter en promotion. Donc, c'est des personnes. Quand tu rentres en promotion, tu as beaucoup moins de chances après d'acheter à plein pot. Or, toi, en tant que marque, qui a des marges quand même assez serrées, surtout quand tu vends sur Internet, à cause de tous les retours, tout ça, eh bien, tu te retrouves avec une liste de personnes. Ça m'est déjà arrivé. J'avais un client qui avait 10 000 abonnés newsletter. Et s'il faisait pas un moins 20%, il vendait absolument rien. Alors que c'est normal de vendre moins quand tu ne fais pas de promotion, mais rien vendre, ça veut dire que tu as passé ta vie à éduquer les gens à acheter à moins 20%. Et au bout d'un moment, le moins 20%, ça ne suffit plus. C'est devenu normal. Donc, il faut encore continuer. On est un peu sur la résistance aux antibiotiques. Ouais, c'est la même idée, ou du moins une acclimatation. Toujours plus fort. Comme tu dis. Ou l'addiction à une drogue. Exactement, c'est pêcher à la dynamite, quoi. Tu pêches une fois, après, il n'y a plus rien. Voilà, t'as niqué l'écosystème. Pas ce qu'il faut faire. Et donc c'est pas quelque chose que je conseillerais. Et au final, tu te retrouves avec une industrie comme le matelas où tu fais du moins 70% tout le temps et c'est normal. Oui, et puis les gens sont habitués à ça, donc ils pourraient jamais acheter un matelas à plein pot parce que ce serait anormal et ils auraient la sensation de se faire avoir, quoi. Voilà, sauf un changement de paradigme incroyable comme avec toutes les marques de matelas là, qui existent, qui ont un seul matelas. Mais bon, ça demande à changer complètement l'offre. Ouais, voilà, donc c'est pas forcément comparable. Mais ouais, bref, du coup, non, le moins 10%, j'en suis pas fan. D'accord. Et c'est pas ce qui marche le mieux. Voilà, ça c'est une bonne astuce pour ceux qui s'intéressent. C'est psychologique aussi. Moins 10%, c'est le mec qui dévalue son produit. Parce que si tu donnes pas de raison pourquoi tu dévalues ton produit, c'est très important aussi psychologiquement. Je te donne un exemple. Imagine, tu vas en vacances à la plage dans un petit lieu sympa avec un marché. Tu vas sur le marché et là tu vois un vendeur, justement un pêcheur. Et devant son petit truc, il a un tréteau. Et sur le tréteau, il y a écrit moins 20% sur les crevettes. Qu'est-ce que tu te dis de prime abord comme ça? Ouais, que c'est les crevettes de la veille ou même pire et qu'il essaye de s'en débarrasser, en effet. Ouais. Donc ça casse la valeur perçue. Ouais. Donc voilà, ton cerveau, il cherche une justification. Il voit une opportunité, il va se dire « Oula, c'est trop beau pour être vrai ». Ce qui est normal d'un point de vue survie, c'est normal d'être un peu aux aguets, de faire attention et de remettre en question. Or, imagine maintenant, tu t'approches et le pêcheur t'explique « Voilà, ça fait 4 semaines qu'il n'y a pas eu de vent. Les crevettes s'attroupent quand il n'y a pas de vent parce qu'elles bougent avec les vagues. Donc, j'ai pêché comme d'habitude, sauf que les spots où je pêche, il y avait beaucoup, beaucoup plus de crevettes et il faut les vendre dans la journée. Sinon, elles sont plus bonnes. Du coup, voilà, moins 20%. Paf, t'as pris le truc qui était un peu bizarre, un peu loufoque, tu faisais pas trop confiance, et tu l'as transformé en opportunité. En l'expliquant. Il faut toujours donner une raison. Il y a une expérience qui est connue de Cialdini, donc pour ceux qui ont lu Influence et manipulation, je crois en français. Influence et persuasion, mais ouais, Cialdini, ouais. Ouais, voilà. Bref, eux, ils avaient fait un test sur la photocopie, qui est très, très, très connu. Donc, tu as des mecs qui sont en ligne pour faire pour photocopier quelque chose.
Premier test, tu demandes est-ce que je peux passer devant vous? Les gens disent non. Deuxième test, tu donnes une raison valable qui est est-ce que je peux passer devant vous? Je dois aller chez le docteur. Ok. Troisième test, c'est tu donnes une raison qui n'a aucun intérêt, qui est est-ce que je peux aller devant vous pour aller plus vite? Tout le monde a envie d'aller plus vite. Mais que ce soit une vraie raison, une raison qui n'est pas intéressante, les deux marchent aussi bien. Parce qu'on a juste envie d'avoir une raison. Notre cerveau veut une justification à tout. Donc il faut donner une justification. Les moins 10% pour le premier achat, il n'y a pas de justification. Donc le mec, automatiquement, il dévalue la valeur de ton produit. Il va se dire quoi? Il va se dire, ah ouais, en fait, en temps normal, il m'arnaque. Ah ouais. Donc j'ai acheté que à moins 10%. En effet, c'est de la psychologie, et en effet, c'est un conseil général d'étudier la psychologie humaine quand on s'intéresse à la vente et au marketing, parce que derrière, en effet, il y a encore toute une conversation dans la tête des gens, et en effet, ils voient ce pop-up, et consciemment ou inconsciemment, on envoie un signal, un message, et la personne derrière va avoir une réaction, positive ou non, mais donc ouais, c'est intéressant. J'ai eu un client que j'accompagnais sur Amazon qui me parlait de son site e-commerce, et à qui j'expliquais voilà, la base email, faudrait l'utiliser, envoyer des mails régulièrement, parce que il y a des produits qui vont bientôt arriver sur Amazon, et ce serait super de pouvoir avoir une liste un peu réchauffée pour le jour où il y aura des futurs produits, parce qu'on pourra comme ça envoyer du trafic, faire des ventes sur Amazon, et donc vraiment pousser les produits. Et il m'a répondu, enfin bon, déjà qu'il avait un peu peur d'envoyer des emails, qu'il voulait pas spammer les gens, etc. C'est la première chose, on en a déjà parlé. Mais derrière, il m'a dit surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place tout le système pour récupérer des paniers abandonnés, pour que s'il y a des gens de ma base email qui vont sur des pages produits, que derrière, ils reçoivent des coupons de réduction. Enfin, en gros, il m'a dit, je suis beaucoup plus intéressé par le marketing automation, enfin, je sais pas comment on dit exactement en français, mais des emails qui sont envoyés automatiquement suivant les actions des gens, plus que par l'envoi de broadcast d'emails voilà, qu'on choisit d'envoyer. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que tu penses du marketing automation, l'idée comme ça d'envoyer des emails en fonction du comportement des gens sur le site? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Voilà, ce serait la première question. Oui, par exemple, prenons les paniers abandonnés. Les paniers abandonnés, bien sûr que c'est utile parce qu'une personne, le panier abandonné, comme une personne qui ne te répond pas, c'est pas forcément parce qu'elle déteste ce que tu fais. C'est parfois parce qu'elle a oublié, parce qu'elle est allée ailleurs, parce que il y a un truc qui a cramé dans la cuisine. Bref, il y a 1000 raisons pour lesquelles quelqu'un ne finit pas son achat. Mais parfois, il y a aussi des raisons auxquelles toi, tu as besoin de répondre. Peut-être qu'il y a une objection qui est arrivée dans sa tête au moment où elle a finalisé l'achat. Donc, moi, je suis contre, enfin, j'aime pas du tout les marketing automation, enfin, pour les paniers abandonnés, qui disent juste, hé, t'as oublié ça, reviens. Peut-être que la personne, elle a une raison. Peut-être qu'elle est partie et qu'il y avait une vraie raison. Peut-être qu'il n'y en avait pas. C'est pour ça que ça marche aussi. Parfois, tu envoies un et reviens et ça marche. Et sinon, du coup, qu'est-ce que tu préconises? D'engager une conversation? Je vais te donner un exemple parce que dans cet exemple, je suis le client. Donc, c'était il y a 5 ans. Un de mes meilleurs amis collectionne des bouteilles très chères de vodka. Donc moi, je me disais, ok, c'était donc de plein de pays différents en plus, donc même des pays qui n'ont aucun intérêt au niveau de la vodka. Donc c'est assez marrant. Donc j'étais sur un site espagnol pour acheter de la vodka espagnole. Et je suis sur le site, je le mets dans mon panier, et là je vois quoi? Je vois des frais de port incroyables. Donc, des frais de port de 20 balles. Je dis, oula, ouais non. Donc je pars du site. Et là, à la place de recevoir un mail qui me dit reviens, t'as oublié d'acheter, j'ai reçu un mail de Carlos qui me dit j'ai vu que vous avez abandonné votre panier, il y avait ça et ça dedans. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous avez rencontré un problème? Est-ce que je peux vous aider? Je sais plus si c'est, mais peut-être que j'améliore cet exemple-là dans ma tête, mais moi ça m'avait énormément touché. Peut-être qu'il y avait même la petite tête de Carlos, je sais plus. En tout cas, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était un vrai mail, même en sachant que c'était pas le cas. Je me dis, putain, il prend soin de moi. Il se demande ce qui se passe. Donc, je lui réponds, je lui dis, ouais, les frais de port sont trop chers pour moi. Là, il m'a dit, écoute, prends une deuxième bouteille, même celle-là. Il m'a pas préconisé la bouteille la plus chère. Il m'a dit juste, prends cette bouteille-là ou prends ce truc-là, ça va bien ensemble. Et comme ça, tu paieras pas les frais de port. Et la bouteille, en plus, elle coûte 30 balles. Donc voilà, tu auras payé 10 balles et tu auras un truc en plus. Je dis, merci Carlos. C'est exactement ce que je vais faire, Carlos. Et ce que j'ai fait. Donc
Donc, ce que je ferais, c'est je ferai une série. Parce que les paniers abandonnés, un mail vs 3 mails, si les 3 mails sont bien faits, en moyenne, c'est 69% de paniers récupérés en plus. Encore une belle stat. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ouais. Donc, ce que je ferais, ça serait 1, tu as oublié, est-ce qu'il y a un problème? 2, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux t'aider? Voilà, tu peux répondre directement à ce mail, mais de manière toujours assez personnelle. Et finalement, là, tu as plusieurs manières de faire. Je ferai à la place d'offrir des promotions, j'aime bien offrir des chèques cadeaux. Un chèque cadeau, c'est quelque chose que pour l'utiliser, il faut que tu reviennes acheter quelque chose, donc c'est pas du tout une promotion. Et ça a une valeur perçue un peu plus forte. Donc je dirais, voilà, si tu commences aujourd'hui, tu auras un chèque cadeau de 7, 10 euros. 7 euros, ça marche mieux que 10 euros, va savoir pourquoi. Et voilà. D'accord. Bref, tout simplement. Ou sinon, si tu veux encore faire mieux, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est déjà ne pas appeler ça newsletter, mais en faire un club et offrir des trucs avec le club. Donc je leur offrirai 1 an gratuit du club où ils ont des petits avantages, quoi. Ah, c'est sûr que le terme newsletter est peut-être pas le meilleur. J'imagine que ça peut se tester. Mais c'est sûr que les gens ont envie de se sentir un peu spécial, encore une fois, et de voir une certaine attention, ce que tu viens d'expliquer avec l'exemple de Carlos. Donc, il y a vraiment ce côté intime de l'email sur lequel on peut construire beaucoup de choses, quoi. Intime et humain à humain, quoi. Et c'est pour ça que le mail, il faut qu'il soit très simple. Il ne faut pas que ce soit un mail d'entreprise. Il faut qu'on ait le moins l'impression que ce soit quelque chose qui a été généré de manière automatique. Il faut que ça ait l'air personnel. Ouais, donc le marketing automation, en effet, ça peut être automatisé parce que tu n'es pas derrière ton site e-commerce à suivre les gens et à leur envoyer des emails dès qu'ils quittent la page du panier. Donc il faut que ça soit automatisé, mais derrière, avec une touche humaine au niveau de l'interaction, puisque c'est encore une fois ce que les gens veulent et recherchent, quoi. Toujours. On veut toujours une attention particulière pour soi-même. D'accord. Alors on va revenir maintenant sur les broadcasts, donc les newsletters, les mails qu'on envoie volontairement. Est-ce que tu préconises d'avoir un calendrier éditorial, tu vois, de se préparer comme ça une vision sur les mails à envoyer pour la semaine, pour le mois, voire même pour des périodes plus longues? Pour l'année même. Moi, ce que je préconise dans ma méthode à moi, c'est d'utiliser le mail pour faire des lancements de produits. Donc ça, c'est toujours des séquences de mails assez longues. Donc c'est par exemple 5 mails sur une semaine. Donc selon les produits que tu sors, prévoir ça. Moi, je prévoirais un lancement de produit tous les mois. Donc ça, c'est déjà un truc qui est bloqué. Je prévoirais aussi des promotions, mais des promotions aussi toujours bien expliquées, pas forcément la promotion qui ne joue pas forcément sur l'argent, donc sur l'économie d'argent, mais peut-être un cadeau que tu offres parce que c'est la journée de l'eau et que c'est un rapport avec ton produit, donc tu fais un truc spécial, un peu cool, tu vois. Donc je prévoirais aussi ça aussi j'en ferai une fois par mois, ou peut-être que j'alternerai avec les lancements. Et à côté de ça, la newsletter broadcast une fois par semaine, où je mets un lien à un moment vers mon site pour un produit, mais c'est que du contenu sinon. Ouais, d'accord. Parler des contenus qui ont pu être publiés sur le site, sur les réseaux sociaux, ou même faire du storytelling dans un mail pour parler de la marque. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, sinon, un truc que je trouve assez cool à faire, c'est avoir une newsletter que tu envoies une fois par semaine, et un autre format newsletter qui est où tu as vraiment l'impression que c'est le fondateur qui a pété un câble et qui a décidé d'envoyer un mail à toute sa base pour leur partager un truc. Par exemple, chez Jacques et Demeter, je te donne un exemple. Ça, c'est un des mails qui marche le mieux encore aujourd'hui. C'est un mail où le fondateur prend... c'est un mail genre court comme ça, où Maxime dit, sans dire bonjour, genre... Et regarde ce que j'ai découvert, il prend une photo d'un produit et dit regarde ce que ça fait avec mes chaussures. Et donc c'est un produit pour enlever les plis d'aisance. Les plis d'aisance, c'est les plis quand tu lèves tes orteils, ça fait des plis, quoi. Un peu chiant, mais tu peux rien faire contre. Et du coup, il a trouvé un produit qui marche contre ça, et il a pris des photos à l'arrache avec son portable. Il a dit voilà le produit que j'ai utilisé pour ça. Je l'ai pas sur mon site, donc même tu le vends même pas, tu vois. Ou en ce moment, je l'ai pas sur mon site, mais tu peux le trouver là et là si tu veux. Franchement, je trouve ça assez incroyable. Salut, bonne journée, quoi. Ça, les gens adorent. Ouais, le côté spontanéité. C'est spontané, naturel. Donc ça aussi, tu peux en mettre un peu partout, quoi.
Après, ce mail-là, il est automatisé maintenant. Donc, l'automatisation, je l'utiliserai aussi là. C'est quand une personne s'inscrit à ta newsletter et une séquence automatisée. Elle peut être aussi longue que tu veux, elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais dès que tu écris un mail, mets-le dans une séquence automatisée. Ouais, puisque ça permet de réutiliser le travail qui a été fait, et à plus forte raison, les mails qui ont réussi, voilà, on sait déjà que c'est quelque chose auquel les gens vont réagir positivement, donc en effet, ouais. Exactement. Pour moi, le plus intéressant avec l'email, c'est quand tu le couples à la publicité pour récupérer ton investissement publicitaire. Si tu sais que une personne qui s'inscrit à ton mail reçoit 7 mails et que à la fin de ces 7 mails, il y a autant de pourcents qui ont acheté pour autant de chiffres d'affaires, tu sais exactement combien tu peux te permettre de payer pour acquérir un nouvel inscrit. Et là, tu peux créer une machine assez incroyable. Je te donne un exemple. Bon, ça, je l'utiliserai surtout quand tu lances tu lances un nouveau produit ou même une nouvelle entreprise. Je te donne l'exemple d'un de mes étudiants de l'Institut français de la mode. Donc, il y a une marque qui s'appelle Supercut, c'est des pantalons. Avant de lancer le produit, donc c'est des pantalons un peu sur mesure, si tu veux, mais fait avec une intelligence artificielle. Il est je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais bref, du coup, on crée des angles différents de publicité. Donc, quels sont des bénéfices de nos produits? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Et on en prend 2, 3, on les teste en publicité, et la publicité mène vers une page de pré-lancement où tu donnes ton mail pour pouvoir être inscrit au pré-lancement. Donc, on lance les publicités, on voit qu'il y a des angles. T'as un angle qui est ne fais pas arrête de faire la queue quand tu fais devant les cabines d'essayage. Marche pas trop. Un autre angle qui est voilà, t'es trop petit, tu dois faire 1000 ourlets. Ça marche un peu mieux. Un autre qui est t'as le pantalon qui craque à l'entrejambe. Ça, c'est une publicité qui marche de ouf. Et on voit qu'on arrive à choper des inscrits au pré-lancement à 1 euro, 1,15 €. À partir de là, quand tu fais de l'email marketing, tu sais à peu près les taux de conversion que tu peux avoir. Donc, si tu as le coût de ton produit, le coût du prospect, tout ce qu'il te faut, c'est le taux de conversion. Et tu as toutes les informations qu'il te faut pour savoir si tu vas être rentable. Or là, avec le coût du produit qu'il avait et le prospect à 1,15 €, pour être rentable, ou même juste pour être break-even, donc ne pas perdre d'argent, il lui fallait un taux de conversion de 1,83. 1,83%. Moi, je dis toujours, si il te faut plus de 2% de taux de conversion pour être rentable en email marketing, c'est qu'il y a peut-être un truc à revoir dans ton offre où il faut réussir à faire baisser le coût par prospect. Donc, à partir de là, on me dit, OK, on sera rentable. Une boule de cristal un peu. Donc, on investit masse dans les publicités pour choper du prospect, et en 1 mois, on chope 2000 prospects. Et au final, on lance la campagne, et il se passe quoi? Il se passe qu'on n'a pas un taux de conversion de 2, pas un taux de conversion de 3, mais un taux de conversion de 8,4. Et voilà, là, on kiffe. Jackpot. Mais toujours se dire, toujours être le plus pessimiste possible. Et si, même en étant le plus pessimiste possible, tu arrives à un break-even, go. C'est pour ça, choper de l'inscrit mail et avoir un moyen de le transformer par mail après directement, et ben ça te permet de savoir si tu vas être rentable ou non. Parce que tu peux pas savoir si ton post Facebook il va convertir, tu peux pas savoir si ton post Insta il va convertir. En revanche, tu sais que quand un mec qui s'inscrit à ta newsletter, tu peux à peu près savoir le pourcentage de chances que tu as de le transformer en client à un moment. Ouais, non, c'est en effet l'importance. On a d'excellentes métriques possibles entre l'email et le site e-commerce. Et en effet, à partir de là, c'est des maths assez basiques pour savoir si voilà, on gagnera de l'argent ou au contraire, on en perdra. Ouais. Voilà. C'est très simple. Et ce qu'il faut se dire aussi là-dedans, c'est un mec qui s'inscrit à ta newsletter. Genre, prenons une automatisation de 7 mails que tu reçois juste après l'inscription. Si tu as 2% des personnes qui achètent à la fin, tu peux partir du principe que les autres personnes qui n'ont pas acheté, enfin, ce taux de conversion sur les mois d'après, il va doubler et tripler. Donc, ces personnes qui sont là, elles vont pas ne pas acheter parce qu'elles n'ont pas acheté là. À un moment, elles vont acheter. Cet argent que tu as dépensé en acquisition d'emails va travailler pendant des années et des années et des années et des années.
un de mes clients, en un mois, pour 20 000 balles, on a acquis 40 000 inscrits newsletter. Le mois d'après, ces inscrits newsletter qu'on a achetés pour 20 000 personnes, ces 40 000 inscrits, ont acheté pour 38 000 euros. Donc, on a déjà remboursé en un mois. 4 mois après, ils ont acheté pour 300 000 euros. Un an après, ils ont acheté pour plus d'1 million d'euros. 20 000 balles à la base, qui ont continué à travailler. Alors oui, c'est 1 million, ils sortent pas de nulle part. Ils sortent de lancements tous les mois, de promotions, de mails de contenu, donc énormément de travail derrière. Ouais, une rentabilité incroyable, hein. Tu places 20 000 euros quelque part. Et qui n'est même pas si incroyable que ça, parce que selon un rapport de... attends, c'était qui ? C'était PVC ? Attends, je l'avais là. C'est une des 4 grosses boîtes de conseils. Selon un rapport de 2016, un inscrit newsletter vaut 37 euros. Enfin, je disais bizarre, incroyable dans le sens où si tu places 20 000 euros sur les marchés, où tu n'as pas ce genre de retour sur investissement qui peut se matérialiser, alors qu'en effet... t'es mieux que sur de la crypto-monnaie, là. Ouais, c'est en effet, avec la bonne stratégie, la bonne approche, on peut en effet avoir des retours sur investissement qui sont assez dingues. Mais en effet, il faut, encore une fois, comprendre son prospect, avoir la bonne machine, lui envoyer le bon message, avoir les bons produits. Enfin, il y a quand même beaucoup de rouages et de complexité, de choses à aligner, quoi. Ah ouais, mais pas si complexe que ça non plus. Et là, je suis assez d'accord avec Franck Kern, le monsieur dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment bête. C'est vraiment, on fait toujours dans le compliqué, mais en fait, tout ce qu'il faut, c'est pouvoir parler à des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais et leur présenter tes produits d'une manière qui va les intéresser. Donc, en comprenant ce qui les intéresse. Et c'est tout à fait normal que le mail marche aussi bien parce que tu t'adresses directement à une personne pour lui raconter ta vie, pour lui donner ton discours de vente en racontant des anecdotes un peu par-ci par-là. Il y a rien de magique. C'est ce que quelqu'un ferait en présentiel. Un bon vendeur, c'est ce qu'il ferait. Ouais. Un bon vendeur, il te dit ça je l'aime bien parce que moi j'utilise comme ça et tout. T'as envie d'avoir quelqu'un qui a utilisé le produit, tu as envie d'avoir ses propres histoires, t'as envie de créer un lien un peu et de devenir pote avec le mec s'il est sympa. Ouais, c'est clair, on est toujours dans l'interaction d'humain à humain et l'idée de créer un lien. Alors j'ai une dernière question pour toi, Robin. On va partir de l'idée qu'il y a une personne qui a un site e-commerce qui nous écoute, qui a une base email et qui n'a pas envoyé un email depuis 1 an et demi. Quel serait le premier email à envoyer ? Enfin, comment est-ce que tu réchaufferais un peu une liste, tu vois, dormante, donc des gens qui sont inscrits, qui ont peut-être même oublié qu'ils se sont inscrits. Comment est-ce que tu réamorcerais la machine pour lancer une stratégie d'emailing ? Je pense que déjà, je m'excuserais de ne jamais avoir envoyé de mail et je me présenterai rapidement et je présenterai la raison pour laquelle je me suis lancé. Et si cette raison, c'est la création d'un produit spécifique, c'est encore mieux. Et je présenterai ce produit spécifique. Et je vendrai rien dans ce premier mail. Ce serait vraiment juste du contenu. Désolé, je vous ai jamais écrit parce que moi-même, j'aime pas forcément recevoir des mails. Être le plus honnête possible. Ça marche très bien d'être honnête. C'est très marquant, c'est très mémorable et les gens s'en souviennent. Donc, je dirais ça et je me suis lancé et je me suis lancé à cause de ce produit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez parce que peut-être que vous n'êtes jamais allé sur le site. Le voilà. Et j'explique comment j'ai eu l'idée de ce produit, ce qui m'a inspiré. Si c'est moi qui l'ai fabriqué, j'explique comment le processus et pourquoi. Si je l'ai trouvé, j'explique la recherche. Si je l'ai trouvé parce que quelqu'un d'autre le produit, j'explique la recherche. Je raconte un peu la recherche de ce produit. Ouais, donc repartir de son histoire, d'une interaction simple, comme enverrait une personne de son entourage à une autre personne, sans chercher à être corporate, à être officiel, Exactement. À être au contraire repartir des choses simples et avoir une communication simple et authentique. Ok, super conseil. Et même pour un autre conseil, les mails qu'on ouvre habituellement, les mails qu'on aime ouvrir, c'est des mails qui ont des objets très très simples. Parce que les objets très très simples, c'est des objets que nos proches nous envoient, nos potes, notre famille ou autres. Tes potes, ils vont jamais t'envoyer une phrase comme objet. Ils vont t'envoyer vacances en objet. Et envoyer des objets comme ça en tant que commerce, ça marche très bien parce que ça fait très personnel. Ouais. Donc, à la place de s'embêter à chercher les bons mots, etc., un objet tout simple, ça fait très bien l'affaire. Et en premier mail,
Ça marche pour tout le monde, dans n'importe quelle industrie. Si on veut des taux d'ouverture sur le premier mail qui sont supérieurs à 50%, et le prénom. Ouais. Paf, tu casses tout. Là encore, avec l'idée de personnaliser, et ce mail, il a été envoyé pour moi, Voilà. et pas pour... c'est pas un truc envoyé à tout le monde. Exactement. Et on n'est pas non plus dans le... et prénom, profitez de nos soldes spéciales de moins 20% cet hiver. Non, on est juste pour Robin, pour Sylvain. Voilà, paf. Pas besoin de faire plus. Ouais. La simplicité. Et dans ce que je te disais tout à l'heure, donc raconter l'histoire du produit, s'il y a des étapes où on peut rajouter un peu de suspense, on arrête le mail, on le coupe, on dit je vous raconterai comment ça s'est passé demain, et voilà. Et on a le second mail, et c'est parti. Ouais, le cliffhanger, comme les séries télé américaines, qui fonctionne avec le mail. Ça marche toujours, ça a toujours marché. Ça s'arrête pas. Hein. Ça n'a jamais changé pour les séries, que ce soit des séries qui sortent aujourd'hui sur Netflix, ou où tu veux, ou des séries dans le temps. Le cliffhanger, ça a toujours marché. Hein. Que ce soit Plus belle la vie ou Game of Thrones ou autre. Ouais. Bon, là aussi, je pense qu'on parle de psychologie humaine, et le cerveau aime pas ne pas connaître la fin de l'histoire, et fera tout pour suivre, pour avoir la suite. Exactement. Et donc, c'est encore une fois en jouant en comprenant la psychologie, on peut faire beaucoup de choses sur Internet. Alors maintenant, tu as parlé plusieurs fois de clients pendant cette interview. J'aimerais que tu nous parles de ce que tu fais justement pour ces clients, de quelle activité tu as au niveau de la formation, de l'accompagnement, enfin que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, en ce moment, je suis au Vietnam parce que je suis dans un projet qui est plus social pour un an. Mais habituellement, je suis à Paris et je forme en école justement au marketing rentable. Le marketing rentable, c'est juste du marketing qui marche. Donc, la base de tout mon marketing, c'est l'email. Donc, ce que j'ai développé, c'est un processus en 12 étapes par lequel n'importe quel e-commerce peut passer. Je me limite à l'e-commerce, mais c'est juste pour qu'il puisse s'identifier. Mais n'importe qui peut passer dans ce processus, et l'idée, c'est de le rendre le plus rentable possible. Donc, en disant que dans un e-commerce, il y a 3 actions qui sont importantes, n'importe quel e-commerce rentable, n'importe quel business rentable exécute à merveille 3 actions. Et ces actions, c'est 1, attirer le maximum de clients potentiels possible et les pousser à rentrer en contact avec nous. Donc, à savoir nous donner un moyen de les contacter, que ce soit un mail, une adresse téléphonique, un numéro de téléphone ou une adresse postale physique. On va toujours préférer le mail parce qu'on n'a pas l'argent pour envoyer des lettres ou autres, et le SMS, c'est un médium qui est quand même très limité. Action 2, c'est convaincre le maximum de ces personnes de laisser une chance à un de nos produits pour les transformer en clients. Action 3, c'est créer et établir une vraie relation avec toutes ces personnes, une relation humaine, afin qu'ils achètent, rachètent et parlent de nous au maximum de clients potentiels à leur tour. Donc voilà, ces 3 actions. Et ces 3 actions, eh bien, peuvent être, plus on arrive à les exécuter de manière scalable, de manière automatisée et de manière simple, mieux on se porte. Et rentable, bien sûr. Et donc, on apprend à créer une machine pour les personnes qui n'ont pas encore d'e-commerce, ou même qui ont un e-commerce mais juste un site qui se balade et pas vraiment de stratégie. On leur apprend à créer cette structure marketing au travers de ce processus. Pour les entreprises qui ont déjà ce processus, enfin qui ont déjà une machine marketing un peu en place, c'est de voir, ok, c'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est le coût de prospect qui est trop haut? Est-ce qu'il y a un truc à faire là-dessus? Est-ce que c'est le taux de conversion qui est dégueulasse parce que il n'y a aucun contenu qui se tient à la main, donc il n'y a pas vraiment de discours de vente qui est construit? Ou est-ce que c'est la fidélisation qui pêche parce que je fais tout pour acquérir des clients, et s'ils n'achètent pas une fois, je me vexe et j'arrête de leur parler? Ou peut-être que même je sais juste pas quoi leur dire parce qu'à aucun moment j'ai décidé quelle sera ma personnalité et quels seront les sujets que je pourrais aborder qui sont intéressants. Donc, une fois on a cette formation-là qui est en vidéo, 12 étapes. Tous nos clients passent par là, tous nos clients sont obligés de regarder les 12 étapes. Il y en a qui regardent uniquement les étapes parce qu'ils sont à leur début. Il y en a d'autres qu'on accompagne un peu, il y en a d'autres qu'on accompagne beaucoup. Donc, c'est selon un peu le chiffre d'affaires qu'ils font et la maturité de leur e-commerce. Un mec qui arrive et qui a 10 000 inscrits newsletters,
lui, il faut qu'on le suive d'assez près parce qu'il y a des trucs à actionner qui peuvent avoir des effets assez immédiats. Et le mec qui veut lancer son projet, au moins, il va pas aller dépenser de l'argent n'importe comment. On lui apprend que le plus important, c'est d'avoir une séquence de mails qui vend et d'avoir une porte d'entrée à cette séquence de mails et de rapidement récupérer de l'argent investi dans cette porte d'entrée, que ce soit de la publicité ou autre. Ah ouais, très simple. Et finalement, la dernière étape, c'est quoi ? C'est une fois que tu as une machine qui marche bien avec de la publicité, parce que si tu crées une machine et que tu crées un blog, par exemple, et ton blog, tu sais pas quand il va décoller, tu sais pas s'il va décoller. Et la plupart des gens n'ont pas le temps d'attendre qu'un truc décolle. Ils n'ont pas le temps d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant que ça décolle. Donc on leur dit, voilà, vous dépensez de l'argent en publicité. Si vous arrivez à être rentable sur un trafic que vous achetez, donc le trafic le plus cher possible, eh bien vous serez rentable sur n'importe quoi. Donc tu crées ta machine, tu investis en publicité. Si tu es rentable là-dessus, tu grossis. Tu utilises l'argent que ça te rapporte pour financer un truc, enfin une source organique. Et lentement, tu arrêtes de dépenser en publicité pour passer sur cette source organique. Et là, tu as un business qui est stable et qui tient la route. Ah ouais. Donc, c'est ça le processus. Et le tout, c'est... la base de tout ça, c'est l'email. Pour avoir un processus, parce que ça marche, c'est efficace, ça t'appartient. Et tu n'as pas besoin d'apprendre à coder et à devenir un génie de l'informatique pour l'utiliser. Et à côté de ça, j'ai aussi une revue stratégique, donc un newsletter, parce que j'adore tout ce dont on parle ici. J'ai une revue stratégique à laquelle on peut s'inscrire pour recevoir c'est une newsletter, mais c'est une revue stratégique assez longue, chaque semaine, chaque lundi, pour bien commencer la semaine. C'était justement ma dernière question pour cette interview. Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Pour retrouver tout ça sur allianceparconversation.com. D'accord, super. Allianceparconversation.com, tout attaché. Super. Dans tous les cas, je mettrai le lien en description du podcast. Merci beaucoup, Robin, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et puis, je te dis à très vite. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de la conversation. Donc, juste avant de terminer, 3 petites choses à vous dire. Donc, vous retrouvez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode à l'adresse suivante, jams.fr/podcast. Donc, ça s'appelle jamz.fr/podcast. Vous retrouvez aussi tous les liens en description du podcast que vous êtes en train d'écouter. Deuxième chose, abonnez-vous au podcast sur l'application de votre choix et ainsi vous raterez aucun futur épisode. Et dernière chose, ne manquez pas d'infos qui pourraient faire toute la différence sur votre activité de vendeur sur Amazon. Et pour cela, rejoignez la newsletter Jams à l'adresse suivante, jams.fr/email. Donc ça s'appelle jamz.fr/email. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Ciao!